Bonsoir chez vous, 90 minutes au Bénin, c'est parti avec la présidentielle au Togo et le président de la Commission électorale nationale indépendante qui donne le président Faure Gnassingbé candidat à sa propre succession, gagnant à l'issue du premier tour organisé samedi dernier. Deux observations de l'analyste politique, jamais résultat d'une présidentielle n'a été aussi vite proclamé et avec une telle célérité. Ensuite, avec plus de 72% des suffrages exprimés, c'est un plébiscite. En attendant, bien sûr, les résultats définitifs qui seront donnés dans 6 jours par la Cour constitutionnelle. Si le camp fort se félicite de ce score sans précédent, le candidat de l'opposition, Agbeyome Kodjo, crédité de 18% des suffrages, crie à la victoire et demande aux électeurs, je cite, de défendre la vérité des urnes. Qu'adviendra-t-il de cette présidentielle aux issues incertaines, plus encore avec les dénonciations de la société civile? C'est le principal sujet de discussion de ce soir. Avec Vigile Arancet et Prudent Nassé aux commandes. Bonsoir, chers confrères, bienvenue. Bonsoir, Emma. Bonsoir. Comment a été le week-end? Pas mal. Et vous? Chez moi, oui. Bonsoir. Le week-end a été. Merci. Comment vaincre la maladie de la transhumance politique au Bénin? Une question et cette réponse du gouvernement Talon portée par Alain Orunla. Le vote d'une loi comme panacée, projet analysé dans ce duel. Ainsi planter le décor et nous partons tout de suite avec la une de la presse. Fraternité, le DG impose au sujet de la facture normalisée des MECEF, je cite, toutes les entreprises ne sont pas concernées par la machine électronique. Infrastructure de développement des actions qui forcent l'admiration dans l'Ouémé plateau, les travaux de bitumage de la route ceinture d'Adjara. Lancé, libération, retour du bitume entre Porto et Adjara 40 ans après, une énième promesse de talon en cours de réalisation. Les populations jubilent et remercient. La nation, lancement des travaux de la route, Ouadon, Adjara, Porto Novo, je cite, avec Patrice Talon, ce qui est dit est fait, selon Hervé Hekoumen. Quotidien Les 4 vérités, suite aux propos d'Aboubakar Yaya, la sage réaction du secrétaire exécutif national, Paul Rumpey, demande à Yaya de faire de même. On passe à un autre quotidien Nord-Sud, 30 ans de la conférence nationale. Le gouvernement décortique les acquis Émergence Info. Deuxième numéro du gouvernement face à la presse. Le renforcement des acquis démocratiques sous talon évoqué. Le progrès. PLM Alédio, au cœur des 30 ans de la conférence des forces de la nation. Cet espace a été laissé à la démocratie reptilienne, dixit Alain Orunla. 5 minutes à présent, vie politique nationale, le point de vue de Moukaram Badarou, Bénin intelligent, élection présidentielle au Togo, la stratégie du succès de Faure vers une victoire disputée. Info Plus, FCBE, Paul Rumpey maintient la veille. Et puis résultat de la présidentielle au Togo, échec de l'alternance, Agbeyome se proclame élu, la CENI annonce un chaos pour Faure. Retour plateau donc, c'est parti pour le duel. Rapidement la situation au Togo, retour en plateau, échec de l'alternance, est-ce que c'est finalement la stratégie Faure qui a marché? C'est quoi selon vous, Vigile Avancé? Je crois qu'on avait évoqué ce sujet il y a de cela 2 semaines ici où on disait que il est fort probable que ce soit Faure qui l'emporte au Togo, quels que soient, n'est-ce pas, les résultats dans les urnes. Et je crois que c'est presque cela aujourd'hui, en tout cas quand on se fie, n'est-ce pas, aux organisations, disons, indépendantes qui sont allées observer, à certaines organisations qui sont allées observer les élections au Togo. Quand on se fie aux organisations, à certaines organisations de la société civile, et dans une moindre mesure, quand on se fie à Agbeyome Kodjo et son état-major, on peut estimer que quelque chose a pu se passer, quelque chose de peu transparent, on va dire. On signale des bourrages d'une partie, des violences par là, des urnes qui ont été emportées par là, passées par là. Je crois que ce n'est pas des choses qui sont admises, n'est-ce pas, dans une démocratie, dans une élection telle qu'on devait, n'est-ce pas, se fier
au résultat. Mais est-ce que ça surprend, en fait, ces dénonciations? Pas du tout, ça ne surprend pas. C'est pourquoi nous avions prédit cela, justement. Ce qui surprend, c'est un peu, disons, la réaction de Agbéomé. Lorsque, comme nous, il aurait dû, et il a certainement vu venir la chose, n'est-ce pas? Mais visiblement, il n'a pas pris toutes les mesures, n'est-ce pas, pour préserver, pour conserver son score, pour n'est-ce pas, défendre ce score des urnes. Aujourd'hui, il appelle à défendre la vérité des urnes. La vérité des urnes. Mais je crains que cela ne suffise parce que ces choses se préparent. On n'a pas l'impression que les Togolais sont vraiment préparés à défendre la vérité des urnes. En tout cas, la Cour constitutionnelle a encore 6 jours pour donner les résultats définitifs. Peut-être après cette échéance-là, on verra bien si les Togolais étaient préparés pour... Est-ce qu'on peut espérer le miracle au Togo avec son 12% pour Faure, 18% pour Agbéomé? Déjà les résultats obtenus, est-ce que vous êtes surpris par ces résultats-là? Pas du tout, parce qu'on l'avait dit ici, on était tous assurés de la réélection du président Faure à sa propre succession, c'était évident. Les carottes étaient bien cuites à l'avance. Mais quand on observe un peu les balais de foule qu'il y a eu toute la nuit dans les grandes villes favorables à Faure, on comprend bien qu'il y a, je dirais, le peuple togolais qui soutient l'action d'un président qui a un bilan à défendre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et le président qui était candidat à sa propre succession a quand même élevé le Togo sur un certain nombre d'aspects de développement. C'est visible, c'est tangible au niveau de la capitale togolaise, mais aussi au niveau de certaines grandes villes. Et donc, ça ne surprend pas qu'à l'arrivée, le peuple lui renouvelle sa confiance. Et ce qui est à déplorer dans cette élection, c'est justement l'inorganisation de l'opposition qui aspire à l'alternance, mais qui, in fine, n'a pas pu se fondre donc, dans un regroupement fort pour pouvoir contrer, je dirais, l'assise politique du président candidat à sa succession. On peut y voir une manœuvre, mais je pense aussi que les manœuvres participent de la réélection des présidents en exercice. Et ça, on ne peut pas le reprocher au président qui, aujourd'hui, se donne raison à travers les résultats proclamés par l'organe chargé de tenir ces élections-là et de compiler les résultats. Donc les chiffres évoqués par le candidat arrivé deuxième me semblent vraiment des chiffres fantaisistes, parce que quand on aspire à devenir président d'une république, il faut s'en tenir aux organes, aux institutions, et ça, Virgile l'évoquait tout à l'heure. Quand vous participez à une élection, vous devez vous référer aux structures compétentes pour proclamer les résultats. Et donc ce que Agbéomé pourfend aujourd'hui me paraît de la comédie. Virgile, non, je ne suis pas de votre avis, je suis désolé, prudent. Parce que, sous tous les cieux, les tricheries se font toujours par ces institutions-là, mises en place légalement, ces institutions officielles, donc la CENI au Togo. Et donc, ce que moi je reproche, ce qu'on peut reprocher à Agbéomé Kodjo, c'est plutôt de n'avoir pas eu, normalement, n'est-ce pas, des représentants, par exemple, dans tous les bureaux de vote, pour relever régulièrement ce qui est écrit comme résultat dans les procès-verbaux. C'est de n'avoir pas eu à lui sa structure parallèle de collecte de données. Est-ce que c'est un reproche qu'on peut lui faire dès lors qu'il dénonce plutôt le fait que ses représentants aient été renvoyés des bureaux de vote? C'est ce qu'il a dit. Ça fait partie des irrégularités. Mais il affiche quand même, il montre à la face du monde aujourd'hui des chiffres, mais il les a eu comment? Est-ce que il a eu, n'est-ce pas, cette structuration, n'est-ce pas, il a mis en place, n'est-ce pas, l'appareil pour pouvoir recueillir les résultats normalement? Est-ce qu'aujourd'hui, il a des données fiables à montrer à la communauté internationale? Moi, je crois que cela est très important. C'est pourquoi je parlais donc de préparer les Togolais, donc commencer déjà au niveau de son état-major, à préparer la défense des résultats, de la vérité des urnes. Ça commence par là. Ce que Prudent appelait donc le peuple togolais dans les rues, ça c'est du marketing politique. J'ai vu toute la nuit des populations en liesse. Mais oui, ça aurait pu être ville.
Donc on peut bien comprendre. Parce qu'on ne va pas me dire quand même que le président Faure n'a pas travaillé pour le développement de son pays. Et c'est un bilan qui aujourd'hui se trouve relevé à travers les urnes. Donc en réalité, est-ce qu'on peut reprocher à Faure d'avoir le soutien de son peuple quand on prend les grandes villes comme Kara, où toute la nuit, évidemment, il est originaire de cette région-là. Son fief. Donc, c'est son fief électoral. Mais quand on voit aussi les villes comme Atapamé, où toute la nuit les gens festoyaient, on peut bien comprendre l'engouement du peuple togolais aujourd'hui. Ne l'oublions pas. Je parlais justement de son bilan. Aujourd'hui, il se fait curieusement que le port du Togo fait partie des ports les plus représentatifs de notre sous-région. Ce n'est pas rien. Or, le Togo, comparé aux autres pays de la sous-région, est un petit pays. Quand on prend aujourd'hui la coopération sud-sud, vous savez qu'il y a de grands projets que le président togolais est en train d'entrevoir avec l'homme le plus riche d'Afrique. Ça, ce sont quand même des perspectives heureuses pour la jeunesse. Et le Togo, aujourd'hui, quand on prend la compétitivité au niveau de la douane, le Togo occupe une bonne position. Évidemment, ne l'oublions pas, le Togo est exportateur du phosphate. Et ça, ce sont des acquis que la jeunesse togolaise... En fait, c'est un bilan qui plaide en faveur de la réélection de Faure. Peut-être ce qu'on peut lui reprocher, c'est justement le jeu institutionnel qui n'a pas favorisé l'opposition. Puisque aujourd'hui, les courtisans ou les partisans de Faure étant majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale, tout se manœuvre là. Puisque ce sont les tests électoraux qui fondent. Que valent les résultats brandis aujourd'hui par Aguiomé face aux résultats que l'institution chargée d'organiser les élections donne? Parce que Mais c'est aussi vrai que, et c'est une situation qui a été faite, on dit que c'est la première fois que les élections ont lieu un samedi et que dimanche, déjà, les résultats sont sortis. Et ça dit que, comme l'a dit Prudent, les carottes étaient vraiment cuites, donc tout était déjà calé d'avance. Non, je ne sais pas ce qui a expliqué cette célébrité. Ça a pu être pour des raisons techniques, notamment donc de compilation. Donc les nouvelles technologies, on a joué pour des résultats. Ça se passe au Nigeria, c'est le même jour. Donc oui, aujourd'hui la technologie évolue et on peut évoluer avec. Donc ça a pu être cela simplement. Moi je pense que ça c'est les Togolais qui décident. Yacingbe, comment il s'appelle, Faure peut du moins avoir construit des universités dans toutes les villes du Togo et puis avoir, comme ici, fait d'Alfanta. C'est les Togolais qui décident. Donc vous n'avez pas à voir ça et dire que oui, il mérite. Il n'y a pas eu de violence comme les années antérieures pour les élections. Donc oui, c'est l'expression de ce que le peuple est engagé. C'est sûr que sa gouvernance a de quoi séduire quand même les Togolais quand il la compare donc, à la gouvernance de son père. N'est-ce pas? On sait que ça a évolué, mais pas pour autant. Dans tous les cas, vous voyez, les Togolais, visiblement, et pas seulement à cette élection, sont comme un peu fatigués quand même de cette dynastie qui gère le pays depuis 50 ans. Il a quand même une bonne frange de plus en plus, qui se lève contre, n'est-ce pas? Vous avez vu, notamment le Monseigneur, par exemple, prendre le développement, oui, parti pour... Il y a aussi Togo Debout qui a signalé quelques irrégularités dans c'est vrai qu'on peut se lasser, on peut se lasser du temps extrêmement long de la dynastie Yacingbe au pouvoir au Togo, mais on ne doit pas remettre en cause quand même les efforts de gouvernance qu'on peut impulser à ce président. Parce que ne l'oublions pas, prenons même au niveau du dernier sommet de l'Union africaine. Quand on prend les critères de convergence pour aller de la CEDEAO pour aller à l'euro, le Togo fait partie des rares pays, c'est le seul pays qui a pu aujourd'hui franchir les exigences donc des critères de convergence pour aller à l'euro. Ce sont des indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité d'une action politique. Et là-dessus, moi j'estime que les Togolais, c'est vrai que le Togo, quoi qu'on dise, reste un pays pauvre dans la sous-région, mais l'espoir est quand même permis à travers ce président-là. Et une fois encore, ce sont les Togolais qui ont le droit de voter et de renouveler, d'élire qui ils veulent comme président. Ils ont renouvelé leur confiance au président Faure Gnassingbé. Heureusement ou malheureusement pour certains. Est-ce que finalement on va laver une victoire à disputer? On va assister forcément à des remenages encore au Togo? C'est clair que ça a commencé maintenant. Encore une fois, je dis ça dépend de comment Agbouomé Kodjo aurait préparé, n'est-ce pas, cette contestation. Si elle n'est pas préparée, si elle n'est pas organisée, eh bien, ça va être une histoire de quelques jours et ça va s'éteindre. N'oubliez pas, il a le cas du Gabon, par exemple. Jean Ping s'est autoproclamé président de la République. Il a eu son gouvernement.
Mais l'officiel au Gabon aujourd'hui, celui qui est au palais de la République, on le connaît. Donc, si ce n'est pas préparé, ce n'est pas sûr. Maintenant, il a quand même quelque chose de séduisant dans l'exemple togolais. Là-bas, au moins, il a eu compétition. Et ça également, en démocratie, on peut être séduit par cela. Il a eu compétition, fort à laisser au moins tous les opposants aller en compétition. Et peut-être... Même si elle a fait cette compétition qui va plonger le pays, peut-être dans un chaos qu'on ne maîtrise pas. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup autonome, moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut advenir demain. Mais là, il a eu compétition au moins, et c'est plutôt peut-être les résultats qu'on aurait manipulés. Mais bon, suivez mon regard, quoi. On peut se poser des questions. Non, sur le cas du Togolais, Herman, vous ne devez pas être sceptique, parce que le Togo, moi je pense que le Togo, c'est quand même un pays voisin, on ne va pas souhaiter qu'il y ait instabilité là-bas. En tout cas, moi je pense que l'action, tout ce que le président ou le candidat Agboyome aujourd'hui est en train de faire participe d'une surenchère pour justement aller à la table de négociation après pour obtenir des postes ministériels éventuels. On a déjà vu ça par le passé. Donc, quand vous avez 18% proclamé officiellement par la CENI, je pense que vous n'êtes pas rien dans la balance de votre pays. Et donc, aujourd'hui, je pense que le candidat Agboyome, crédité de 18% des suffrages de ses compatriotes, peut être associé à... Est-ce que vous avez senti une ouverture chez le président réélu, Faure Gnassingbé? Un peu, même si ça n'a pas été clairement dit. Hier, au siège de campagne dans la nuit, quand il est intervenu, le président réélu à sa succession, Faure Gnassingbé, en attendant la proclamation officielle, j'ai semblé comprendre qu'il invite les différentes parties à la paix, à la compréhension et entrevoit justement de travailler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il est réélu, il est le président réélu et il comprend bien aussi que dans la balance, il y a des gens qui ont été candidats et qui ont eu quand même un certain nombre de voix, notamment Agboyome, même s'il ne l'a pas nommé. Donc c'est possible. Finalement, le Togo, on va à une élection, on conteste un peu, et puis après on vous propose le Premier ministre, et puis bon, tout se calme. Finalement, vous saluez cette élection-là? Non, je ne salue pas cette élection. J'ai déploré maintenant ces irrégularités-là et ces issues. Encore que les observateurs n'y voient pas du même œil. Hein? Oui, c'est selon les observateurs. C'est selon les observateurs. Et donc, on peut avoir à déplorer cela. Mais encore une fois, je dis, on peut être au moins séduit par le fait qu'eux sont arrivés à un certain niveau, à savoir qu'il a eu compétition. Maintenant, sans violence. Sans violence, bien sûr. C'est une avancée. C'est notable. Maintenant, Agboyome Kodjo, on sait que c'est quand même le fils politique de l'autre, de Yadema Père. Donc, ce n'est pas... que tout ça peut jouer dans la balance pour que... Oui, finalement, il peut... très vite, on range un peu les armes et qu'on s'entende très rapidement. Pour moi, ce n'est pas si loin, ce n'est pas impossible. Tout dépend de comment il aurait préparé, je parle du vaincu officiellement, comment il aurait préparé sa contestation. Mais la question, c'est comment on fait pour que, désormais, pour une élection présidentielle dans un pays de l'Afrique, on ne puisse plus aller dans les contestations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, c'est quoi votre solution? Ma solution, c'est que déjà à la base, que ce soit la liste électorale, puisque c'est là déjà qu'on fait ces genres de manœuvres, que ce soit donc à l'élaboration des lois électorales, n'est-ce pas, et que toutes les parties soient associées. Si les acteurs qui sont sur la chaîne, n'est-ce pas, du processus d'organisation de l'élection, si ces acteurs-là sont plus favorables à un camp, à un acteur, mais c'est perdu. C'est perdu d'avance. Donc, il faut une certaine collégialité, n'est-ce pas, pour pouvoir... Vous savez, j'ai l'impression, quand j'y pense, que peut-être à la longue, ça va poser un problème de souveraineté, mais peut-être confier, n'est-ce pas, l'organisation des élections à la CEDEAO. À la CEDEAO ou à des experts sérieux en qui tout le monde a confiance. Peut-être à l'ONU, je n'en sais rien, mais la formule peut passer par là parce que Agboyome, c'est lui quand même, son domicile qui a été encerclé pendant quelques heures par la police, donc envoyé par le ministre de l'Intérieur pour officiellement le protéger. Donc, il a toujours ces genres de rapports de force qui pèsent en faveur de celui qui est là, donc du sortant. Peut-être à la longue, il va falloir voir, n'est-ce pas,
comment rendre règlement tout moindre cela. ces gens. Oui, prudent. Non, C'est faux parce que nous sommes désormais habitués à des élections présidentielles en Afrique où il y a forcément une contestation, une voix qui s'élève pour contester. Nous sommes en Afrique et la confiance elle n'est pas souvent de mise au sein des acteurs politiques du fait des rapports de force qui peuvent influencer l'issue d'un scrutin, que ce soit législatif, présidentiel ou même communal. Donc, tout le débat est là. Et la question de la représentativité à l'Assemblée aussi se pose parce que toutes les partis qui participent aux élections ne sont pas représentées à un moment donné à l'Assemblée nationale. Donc quand on prend le cas du Togo, on voit que les candidats qui ont compétit contre le président sortant ne sont pas tous représentés à l'Assemblée nationale. Et donc c'est déjà là que le débat est biaisé. Or, c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on vote les tests électoraux qui permettent d'organiser le scrutin, qui sont souvent relus à la veille des élections, qu'on réadapte ou qu'on réajuste. Donc tout ça participe des rapports de force en amont à la présidentielle. Vous voyez un peu comment on a mis en place au niveau du Togo la Cour constitutionnelle chargée de certifier, d'authentifier les résultats. Et il y a eu beaucoup de contestations par rapport à la configuration de cette Cour constitutionnelle où les membres prévus par tous les 9 membres ne sont pas encore pourvus. Donc jusque-là, donc ce sont autant de choses qui facilitent et militent en la contestation des résultats. Et il faut peut-être inviter les candidats à la bonne foi, surtout à l'intérêt supérieur de la nation. Et on doit pouvoir se féliciter qu'au Togo, pour cette élection-ci, il n'y a pas eu grande violence. On va revenir au Bénin pour parler de cette initiative pour un peu arrêter la transhumance politique chez nous. Est-ce que pour vous, l'initiative est la bienvenue, Gilles? La première question que je me pose, pourquoi on l'avait oublié? Pourquoi on avait oublié que l'une des plaies de la politique ou du système politique au Bénin, c'est également la transhumance? Et pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Moi, je me pose des questions parce que on a vu, n'est-ce pas, ces derniers temps, ces balais de démission donc de la chambre à coucher pour le salon, puis du salon pour la chambre à coucher. Et on s'est posé beaucoup de questions. Si ça va être mis en œuvre, cette loi-là, bon, disons, il n'y a pas de problème. L'Assemblée, la configuration à l'Assemblée nationale est telle que ça va vite se faire. Ça va se faire comme une lettre à la poste. Mais dans quel sens? Dans quel sens et quel but on vise à travers cela? Moi, rapidement, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais j'ai déjà dit ici, pour moi, c'est à deux niveaux qu'il faut voir la transhumance. C'est-à-dire, vous, Emmanuel Niabossou, vous appartenez au parti X, vous pouvez démissionner demain et aller appartenir au parti Y, aucun souci. Ça, c'est votre droit. Moi, je dis, on ne peut pas vous limiter par rapport à cela. Mais si vous êtes du parti X, que vous avez reçu mandat des militants du parti X pour aller les représenter, n'est-ce pas? Et que, arrivé là-bas, vous quittez le parti X pour le parti Y, peut-être pour vos intérêts, et souvent pour vos intérêts, pour leurs intérêts. Je crois que c'est là toute la faute. C'est là toute la faute. C'est pour rester dans la fidélité, n'est-ce pas, des électeurs, dans la volonté des électeurs, et non dans le marchandage, dans les intérêts des élus, n'est-ce pas? Je crois que c'est là où il faut agir. Parce que, c'est vrai, la Constitution a changé, mais elle nous reconnaissait, elle reconnaît, je crois, oui, on est tous égaux devant la loi, on peut démissionner si on n'est pas libre. Je ne suis pas d'accord. Sauf que quand on a déjà un mandat électif, il faut si on a un mandat toujours électif, voir il dans faut quelle rester. mesure Oui, je crois que c'est là où il faut agir. Il faut agir. Ouais. Oui, donc sur cette question-là, pourquoi maintenant? Maintenant, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Parce que ça, c'est une des plaies au test récemment voté sur la réforme du système partisan dans notre pays. On ne le dira jamais assez. Mais il faut aussi voir que aujourd'hui, je ne sais pas si l'initiative viendra vraiment du gouvernement ou des députés, parce que c'est une loi qui peut épingler les députés eux-mêmes, dont ils peuvent être tributaires, donc ils ne sont pas prêts à y aller. Parce que parfois, ne l'oublions pas, vous savez, on parlait justement de la transhumance par rapport aux gens détenant un mandat. Et
quand les gens soutiennent l'action d'un président et qu'il est en fin de mandat, c'est plus facile pour eux de partir. Donc s'ils le font sous cette forme-là, en indiquant impérativement dans la loi, et donc moi j'ai même bien peur que ces députés qui sont là ne votent la loi, parce que vous savez, le mandat d'un chef d'État, il est limité. Donc s'ils sont élus sur la bannière donc, de l'appartenance au parti du gouvernement, à la fin du mandat du chef de l'État, ils voudront justement rapidement faire leur migration pour aller ailleurs. Et donc tout ça, ça ne les facilite pas. C'est pour ça, exprès, dans la relecture des textes, ils ont évité de se mettre la corde au cou. Maintenant, ce qu'on observe aussi de part et d'autre, il n'y a pas de parti qui ne cultive pas cette contre-valeur aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si les partis étaient autant organisés pour dire... Les partis pourraient refuser les adhésions de personnes incestes, en tout cas ceux qui ont un mandat. Parce que vous savez, les FCBE rapidement... On nous a dit qu'en politique, c'est l'addition et la multiplication, jamais la division et la soustraction. Donc, est-ce que vous voyez un parti politique refuser une adhésion alors qu'on sait que c'est un gros morceau? L'adhésion... On brandit les adhésions comme des trophées. L'adhésion de quelqu'un qui a un mandat en cours. D'accord. C'est de ça que nous parlons. Et les partis aujourd'hui, tous les partis se prêtent à ce jeu-là. Vous avez vu, évidemment, on va me dire qu'on est dans la réforme du système partisan, mais je trouve incestueux que les députés qui étaient FCBE travaillent pendant que Talon est venu, se convertissent rapidement en soutien de l'action gouvernementale. Ça, ce sont des choses, parce qu'en principe, quand on est dans une idéologie politique et qu'on perd les élections avec la liste qu'on a soutenue, en principe, dans l'action politique, on doit pouvoir se mettre dans la droite ligne, puisque en ce moment-là, des députés FCBE s'étaient rangés dans l'action politique en opposition avec le gouvernement à place, et d'autres sont partis. Donc ça, aujourd'hui, on peut bien comprendre. Moi, je voudrais bien que cette réforme-là portée par, annoncée en tout cas par le ministre porte-parole du gouvernement réussisse, parce que c'est encore les députés qui vont voter cette loi. J'ai bien peur. J'ai bien peur, à moins que le président ne s'y investisse personnellement. Vous avez cette peur là aussi que les députés qui sont là ne votent cette loi? Quand je réfléchis, quand j'analyse bien les choses, d'abord, ce n'est pas gratuit. Cette initiative n'est pas du tout gratuite. Et quand vous regardez de près, à l'Assemblée nationale, c'est sûr, il n'y a pas d'opposition, donc il n'y a pas de problème. Et puis les députés, a priori, il n'y a pas de problème, oui. A priori, il n'y a pas de problème. Et puis il n'y a pas une loi, n'est-ce pas, qui impose, n'est-ce pas, aux députés de voter dans tel ou tel sens. Même si je peux être député de l'opposition et voter, n'est-ce pas, pour le pouvoir en place, tout comme l'inverse, n'est-ce pas. Mais le problème, c'est quoi? Je soupçonne que ce soit la suite, n'est-ce pas, de la loi sur le parrainage. C'est-à-dire, on va voter, et normalement, les députés, les maires qui sont grands électeurs, ne l'oubliez pas, grands électeurs, et donc, si un maire est élu, il est obligé de rester, n'est-ce pas, de rester dans le camp de la mouvance, par exemple, d'accorder, a priori, n'est-ce pas, son parrainage au candidat de la mouvance. Je soupçonne que ce soit plutôt l'autre bout de la loi sur le parrainage. Ouais. Non, mais je ne partage pas du tout cet avis, dans la mesure où, dans la logique du parrainage, chaque maire est libre d'aller... Je ne vois pas le parrainage. Je ne vois pas le parrainage comme une transhumance, dans la mesure où les candidats à l'élection présidentielle défendront une vision de gouvernance que chaque maire pourrait soutenir. Mais la transhumance ici, il faut vraiment la voir sous la forme justement des gens détenants. C'est surtout là que c'est grave, parce que comme on ne le dira jamais, tout citoyen est libre d'appartenir à la formation politique de son choix, d'y entrer, et d'ailleurs les tests s'y prêtent. Vous pouvez démissionner d'un parti politique à tout moment. Mais quand vous avez un mandat, en principe, on ne doit pas vous permettre de partir, d'autant que vous détenez un mandat et vous le trahissez en partissant, en partant. Il a un bout de moralité. Voilà. Vous pensez donc que la loi, il faut faire comment? Est-ce qu'il faut y aller comme ça, ou il faut toujours tenir compte de ce que les partis pourraient proposer? Ce serait bien qu'une loi soit votée pour interdire la transhumance des élus. Ou interdire ou organiser, ou réglementer la transhumance. Non. Parce que interdire la transhumance, c'est des gens qui ont un mandat, des élus qui ont un mandat. Parce que quand vous avez le mandat d'un parti politique, vous devez le servir jusqu'à la fin de votre mandat. Non, pas obligatoirement. Si au sein donc, du parti, c'est plus démocratique, si la gouvernance ne vous convient plus, c'est démocratique également. Qui est élu peut-être sur l'UP comme conseiller communal au cours du mandat,
peut rapidement changer et aller au BR. C'est là. Tout C'est cette transhumance que nous devons interdire. Tout dépend du contexte. Même un député qui est élu en principe sur la bannière du BR, en principe, au cours de cette mandature-là, ne doit pas facilement faire sa migration du BR à un autre parti politique. C'est sous cette forme-là que moi j'estime qu'on doit interdire la transhumance. Au cours du mandat, je veux dire. Merci à vous. Merci à vous, Virgile Aronset. Merci à vous, Prudent Nassirou. C'était donc le duel. Restez avec nous pour la troisième information. Et nous installons dans la troisième partie Brice Fagbemi, le plus jeune conseiller communal d'Abomey-Calavi. Quelle est la place des jeunes dans le débat autour des communes? Il a sa petite expérience et on tente la partager avec nous. On n'oublie pas le tour sur la toile avec Willy Bayala pour commenter les avis des internautes sur différents sujets d'actualité. Tout de suite, on va suivre le journal télévisé.